Charlotte Soult, quelle est votre position, vous, sur ce qui s'est passé par rapport à cette décision, je dis bien décision, juridique du Conseil d'État? Mais je pense qu'il y a trois gros plans, et en les étudiant sur ce qui pèse, on va dire, sur les accusations qui pèsent et qui visent CNews, on voit que tout le monde est concerné. Pourquoi? La première chose, c'est la description du positionnement politique, je mets les guillemets, de la chaîne en l'occurrence, et des chroniqueurs, des journalistes qui sont sur la chaîne. On avait évoqué il y a quelque temps une journaliste qui s'était exprimée sur France Inter et qui évoquait CNews déjà, et qui disait en ces termes: il y a à CNews, il y aurait donc un projet politique et idéologique, disait-elle, dénoncé par la gauche. Donc, moi je veux bien qu'il y ait un projet qui soit dénoncé par la gauche, mais alors on va aller tendre le micro, là en l'occurrence elle s'exprimait sur France Inter, aux hommes politiques de droite, et ils vont probablement voir un projet dénoncé par la droite sur France Inter, qui par ailleurs est le service public, contrairement aux chaînes privées. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette information? Tout le monde va avoir un mot à dire sur la ligne de tel ou tel. Et elle nous disait, alors ça c'était le plus beau, elle nous disait qu'elle reprochait à l'Arcom de ne s'attarder que sur les hommes politiques en disant les journalistes et les essayistes, alors, qu'elle ne le faisait pas, pardon, sur les journalistes et les essayistes, alors que ce sont eux qui forgent le récit. Mais si quelques journalistes, ici, ont le pouvoir de forger le récit par la sélection des faits, leur hiérarchie et le commentaire qu'ils en font, et même le choix des mots qu'ils posent sur les images qu'ils voient, tous les journalistes de France ont le pouvoir de le faire. Donc on peut commencer à étiqueter, on les étiquetera tous et rira bien qui rira le dernier, si je puis me permettre, je ferme la parenthèse. Ensuite, il faut rappeler, puisque l'accusation venait souvent, et j'insiste sur le service public parce que l'exigence de pluralisme, elle est premièrement, évidemment, sur une chaîne publique, c'est extrêmement logique. Souvenez-vous de cette histoire qu'on ne raconte pas suffisamment à mon goût, quand en 2020, enfin, on le répète souvent, mais pas assez. En 2020, la Société des journalistes de France Inter, qui, contrairement donc à d'autres, n'aurait pas d'idée sur rien, pas de choix, jamais, et serait dans une pure objectivité, la Société des journalistes de France Inter s'indigne contre la volonté de la direction d'imposer 3 chroniques par semaine à l'époque, de 3 minutes le matin. En l'occurrence, les chroniqueurs à l'époque sont Natacha Polony, donc de Marianne, Alexandre Devecchio du Figaro, Étienne Gernel du Point. Pour répondre à cette offensive, la direction nomme cette chronique en toute subjectivité, contrairement donc à tous les journalistes de France Inter qui, eux, ne sont qu'objectivité. Et en 2023, on a finalement dans cette chronique du matin, qui est finalement tous les jours, on a le Figaro Magazine qui est représenté, l'Express, Oser le féminisme, Libération et Hugo Clément. Bon, vous voyez qu'on a rééquilibré à France Inter. Et à ce moment-là, et alors là, c'est la réponse qui est sublime, Eugénie Bastier, donc notre consoeur du Figaro, pose la question à Adèle Van Rest à ce moment-là. Elle lui dit, bon, bah là, on a quand même sur 5 personnes, on a 4 nuances de gauche, quoi. Et là, la réponse est sublime. Elle dit, le clivage droite-gauche ne renvoie plus à grand-chose, cette opposition n'est pas féconde. Donc là, face je gagne, pile tu perds à France Inter. C'est-à-dire que quand on veut essayer d'équilibrer un peu en raison des critiques, on met des personnes qu'on identifie à droite, avec des nuances quand même. Je ne sais pas si Natacha Polony revendique l'étiquette de droite. Mais quand on remet des gens qui, eux, se revendiquent de gauche, alors là, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Bon, bah, s'il n'y a plus de clivage droite-gauche, il n'y en a plus nulle part. Bon. Et ensuite, la même rédaction qui nous dit que, là, encore une fois, il y a des questions un peu perso qui sont posées aux candidats à la présidentielle. Et là, encore une fois, la Société des journalistes réagit en disant « c'est inacceptable », mais plus encore, quand la parole intime et légère sert ainsi à dédiaboliser des partis extrêmes. Je ne sais pas combien de partis ils mettent dans l'appellation parti extrême, mais on a donc des journalistes qui se revendiquent de l'objectivité absolue, qui expliquent qu'il y a des partis qu'ils jugent extrêmes, qui sont par ailleurs pas interdits et choisis par des Français, et qu'il est normal dans le métier de journaliste donc de les diaboliser. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Donc là, moi, j'y vois une certaine subjectivité et en tout cas un parti pris dans le traitement de l'information. La deuxième chose, donc ça, c'est pour le poids politique, on pourrait le faire avec toutes les rédactions. L'autre chose, c'est sur le choix des sujets et des angles. Parce que, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, Reporters sans frontières s'appuie notamment sur le rapport d'un sémiologue sur lequel ils ont fait travailler. Et dans ce rapport, le sémiologue analyse la journée CNews, la semaine CNews, en fonction de la journée ou de la semaine BFM.
Alors moi, j'ai pas de problème à ce que BFM choisisse ses sujets comme ils le veulent, et ensuite les téléspectateurs choisiront la chaîne qu'ils veulent. En l'occurrence, je ne vois pas à quel moment il est jugé légitime par tous ces gens jusqu'au Conseil d'État de s'attarder sur un rapport qui compare la ligne éditoriale d'une chaîne en fonction d'une autre chaîne. Mais quel est le point de comparaison? À quel moment est-il jugé légitime? Surtout sur le terrain de la liberté de la presse. Alors là, je n'ai pas réussi à régler cette équation, exactement. Ou alors, il faut dire clairement les choses et pas passer par et l'ARCOM, et RSF, et le Conseil d'État, et dire que désormais, la liberté d'informer consistera à suivre une feuille de route sur les choix des sujets, la manière de les hiérarchiser et la manière d'en parler, sélectionnée par un comité qui sera nommé par qui? Je ne sais pas, mais il faut le dire comme ça. Parce que c'est RSF, apparemment. C'est exactement ça que sous-entend ce rapport-là, en l'occurrence. Et par ailleurs, et là, on voit bien que tout le monde finira par être concerné aussi, souvenez-vous de ce petit moment délicieux sur le plateau de BFM, justement. Apolline de Malherbe pose des questions à Gérald Darmanin sur son bilan sécuritaire. Il est ministre de l'Intérieur, elle lui pose des questions sur son bilan sécuritaire. Et là, s'allume dans la tête de tout le monde, bilan sécuritaire, sécurité, sujet régalien, CNews. Et que dit Gérald Darmanin à Apolline de Malherbe? Parce qu'il n'avait pas envie de lui répondre. Bon, on comprend, elle lui posait une question un peu gênante, comme elle fait à peu près tous les matins avec tout le monde. Et il lui dit, j'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Parce qu'une journaliste pose une question au ministère de l'Intérieur sur son bilan sécuritaire, le ministre de l'Intérieur lui répond ça, et personne ne réagit, là en l'occurrence. Personne ne réagit. Ça veut dire quoi? C'est quoi la conclusion de cette séquence? Passons de côté Gérald Darmanin qui réagit comme ça. Ça veut dire quoi? C'est le thème qui est CNews? C'est la manière de poser la question donc sur un bilan et donc de confronter un ministre à son bilan qui est CNews? C'est enfin voilà, en fait, ça peut être que ça. Le thème ou la manière de confronter un ministre. Ben, j'appelle ça un journaliste qui fait son travail, en l'occurrence, qu'il soit sur BFM, LCI, France Inter ou en l'occurrence CNews. Et ensuite, sur le commentaire des angles et des faits choisis, rappelons que les personnes qui les commentent et sur la question du pluralisme, la seule chose que subit en l'occurrence CNews, qui n'a jamais revendiqué d'interdire tel ou tel de plateau, c'est un boycott de tel ou tel. Or, sur d'autres chaînes, et là je vais avoir la décence de ne pas les nommer, ils feront leur travail, sur d'autres chaînes, on a eu des revendications de gens qui n'avaient pas le droit de citer sur les chaînes, même jusque sur les plateaux du service public, payés par tous les Français qui ne se sentent pas forcément représentés par les mêmes gens que tel ou tel qui décide, qui est invité sur le service public. Donc la seule obligation qui jusque-là est respectée, et Roch-Olivier Mestre l'a rappelé dans la vidéo que vous avez passée, c'est le temps de parole des partis politiques. Et jusque-là, c'est respecté aussi. Et la troisième chose, c'est les conséquences politiques, encore une fois, d'une chaîne comme CNews. Puisqu'on dit, oui, CNews alimente le sentiment d'insécurité, hein, parce que, là, en l'occurrence, c'est ça, ou les votes. Alors moi, j'ai une question à poser, et là, encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas retourner la question ? C'est-à-dire que les Français sont quand même grands, adultes, ils ont une intelligence, ils écoutent. S'ils choisissent, pour une certaine partie d'entre eux, CNews, qui fait des choix et des hiérarchies dans ces sujets différents des autres, c'est peut-être qu'ils attendaient une représentation médiatique qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, d'autant que la critique des Français à l'égard des médias est assez féroce quand même. Donc la remise en question... je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais peut-être faudrait-il se poser la question. Et par ailleurs, puisqu'on parle de conséquences politiques très claires, j'ai 2 exemples en tête, CNews n'existait pas. Jean-Marie Le Pen au second tour et le non à la Constitution européenne. Alors je pose la question, CNews n'existait pas, qui est responsable dans les médias? Qui est responsable de ces 2 événements? Apparemment, peut-être que les Français savent aussi s'affranchir parfois de ce qu'ils entendent et que s'ils se sentent représentés par tel plutôt que tel autre, ça s'appelle peut-être réellement le pluralisme, finalement.